gentlemen, good evening. My accent? Unfortunately, I'm not able to give my speech in English, but I can sum up it in one sentence. I am very dangerous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mes premiers mots seront pour remercier cette université qui, en m'invitant, illustre le meilleur de la tradition anglaise de la libre confrontation des idées. J'adresse un salut reconnaissant et honoré aux personnalités qui ont ce soir décidé de se joindre à nous, ambassadeurs et ambassadrices, responsables syndicalistes, femmes et hommes de lettres et d'université. Mon intention ce soir est de tirer en quelque sorte un signal d'alarme et de vous inviter, notamment vous, jeunes esprits, à une pleine conscience du moment de l'histoire et des responsabilités qui, dès lors, incombent à chaque être humain conscient s'il veut prendre sa place dans l'humanité universelle autrement que comme un simple sujet de consommation. Et pour cela, regardant l'univers qui nous entoure, je me souviens de ces mots d'Albert Camus, français d'Algérie, comme moi, qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et comment sont nommées les choses dont nous sommes environnés? Trois mots surnagent dans l'univers des médiacrates, l'un appelant l'autre. Dette, crise, austérité. Austérité, crise, dette, austérité, et ainsi de suite. Mais que veulent dire ces mots? La dette, elle désigne toujours la dette publique. C'est elle qui viendrait tous les malheurs. Pourtant, la dette est d'abord et essentiellement une dette privée. Jusqu'à ce qu'éclate la crise de 2008, les dettes publiques étaient en baisse dans l'ensemble de l'Europe. Et les pays qui aujourd'hui sont montrés du doigt, comme l'Italie et l'Espagne, étaient parmi les meilleurs élèves de la classe de Maastricht. Au demeurant, la dette est le résultat du crédit, et le crédit est le moteur essentiel de la forme particulière d'accumulation du capital dans notre époque. La crise, mais que veut dire le mot? En général, il désigne un état transitoire, paroxystique, avant le moment où, les soins ayant été prodigués, on revient à la situation antérieure. Mais tout le monde sait très bien qu'on ne reviendra jamais à la situation antérieure. Que la masse considérable des signes monétaires accumulés et édités à gros bouillon par les États-Unis d'Amérique, submergeant le monde de signes monétaires sans aucune contrepartie matérielle réelle, jamais cette masse ne pourra être effacée autrement qu'en étant détruite. Et avec elle, le capital qu'elle est censée représenter. Enfin, l'austérité est un mot qui désigne d'habitude la restriction de la distribution par l'État. Mais cette restriction, à l'heure à laquelle nous parlons, ne concerne qu'une partie de la population. Celle qui bénéficie soit des salaires versés par l'État, les fonctionnaires dont le nombre partout est comprimé, soit des services publics qui résultent du financement de l'État. Mais sinon, pour les autres, il n'y a aucune restriction, c'est même l'inverse. La charge particulière qu'ils apportaient au bien commun par leurs impôts diminue, ce qui signifie qu'ils sont gavés de nouvelles disponibilités. La suppression des services publics élargit le champ dans lequel le marché peut trouver de nouvelles occasions d'accumulation. Ce que nous nommons austérité est en réalité une fabuleuse fête pour un certain nombre de personnes.
Naturellement, tout ce que je viens de dire mériterait une nuance, comme toujours, et explications supplémentaires. Croyez que j'en suis parfaitement capable. Mais je suis prêt à admettre que personne n'a voulu cette crise. Que bien sûr, les possédants, les importants, auraient préféré que la crise des subprimes n'éclate pas. Ils auraient préféré qu'il n'y ait pas de problème en Grèce. Ils auraient apprécié qu'il n'y en ait pas en Irlande. Ils auraient douté qu'il ne se passe rien, ni au Portugal, ni en Espagne. Et pourtant, tous ces événements ont eu lieu. Et nous voyons très vite que ceux-là même qui peuvent se sentir mis en danger par ces événements du point de vue de leur capital sont aussi directement intéressés au développement de la crise. Car cette crise, cette faillite qui menace, est une occasion extraordinaire de prédations inouïes, de prélèvement du circuit bancaire sur la richesse réelle, comme il ne s'en est jamais vu auparavant dans l'histoire. Lorsqu'un pays est taxé à 12, 13, 14, 15, 16, 18%, comme l'a été la Grèce, à 7, 8, comme l'est l'Espagne, et ainsi de suite, c'est par milliards et milliards que la déconfiture provoquée de ces États enrichit à l'autre bout de la chaîne des possédants. Enfin, la déréglementation, le désordre capitaliste est un marché spécifique. La dérégulation est un métier. Ce n'est pas dans la patrie de la City que cela doit surprendre. Cette kleptomanie d'État, ces prédations et cette cupidité n'ont aucune espèce d'auto-limitation dans ce système. C'est pourquoi chacun d'entre vous sait très bien que ça va mal finir. Et en effet, cela va mal finir. La question est de savoir pour qui. Et c'est à cette question que nous nous efforçons de répondre par notre action consciente. Toutefois, une autre erreur serait de considérer les problèmes qui se présentent à nous soit comme un événement conjoncturel, soit comme un événement local, nous faisant perdre de vue les aspects structurants du cadre beaucoup plus large à l'intérieur desquels les crises de chacun de nos pays, il faut bien que j'utilise ce mot crise, par confort de langage, prennent place. Avec lesquels, cadre large, ils n'ont pour l'instant que quelques instants de connexion, ici ou là, qui furtivement nous font apparaître un tableau beaucoup plus vaste, mais que nous ne devons jamais perdre de vue. Car ce grand cadre large, ces grands rouages, entreront en relation intime avec les événements les plus menus que nous connaîtrons dans chacun de nos pays. Le premier élément de ce cadre large, c'est que la crise sociale, économique, politique, financière, appelez-la comme vous voulez, est peu de choses à côté d'un autre dérèglement immense qui est celui de l'écosystème humain. Ce n'est rien de régler la crise que nous connaissons. C'est affaire de rapports de force sociaux, c'est affaire de jeu d'écriture bancaire, c'est affaire de pouvoir politique. Que l'histoire soit lente ou qu'elle soit rapide, de toute façon, c'est matière humaine, immédiatement maîtrisable. Mais le dérèglement climatique, lui, met en jeu des mécanismes de plus longue portée qui ne sont pas maîtrisables dans les mêmes délais, raison pour lesquelles il faudrait maintenant que tous nos efforts soient consacrés à prendre les mesures adéquates, ce que nous ne faisons pas. Vous le savez aussi bien que moi, et la nouvelle conférence sur le climat qui se déroule cette semaine va tout droit à un nouvel échec aussi scandaleux du point de vue de l'intérêt général humain qu'a été le précédent. Comme disait Hugo Chavez, si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Mais il ne l'est pas. Cette crise de l'écosystème aura des rebondissements inouïs. La Banque mondiale calcule les conséquences d'un réchauffement de la température ambiante de 4 degrés.
Mais la Banque mondiale a une vision linéaire du développement de la crise de l'écosystème. Or, ces développements sont forcément stachyostiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas proportionnels d'une étape à l'autre. La fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer exercent une pression sur les fonds marins où se trouve stocké sous forme gelée le méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Tant et si bien que la crise qui résulterait de cette libération massive ferait connaître des événements climatiques de première grandeur par paliers, et non pas progressivement. De la même manière, les épisodes de sécheresse qui frappent ici ou là déclenchent des crises politiques par les mouvements de population inopinés qu'elles déclenchent, qui ne tient aucun compte des frontières, des accords, des passeports, des règlements de toutes sortes. Des masses d'individus franchissent des frontières, s'emparent des points névralgiques au détriment des populations locales ou en compétition avec elles. Et à partir de là, naissent toutes sortes de conflits politiques dont la racine est écologique. Voici ce premier arrière-plan. Pour l'instant, son impact sur le quotidien est de faible intensité pour nous, occidentaux, européens, qui vivons sous un climat qui reste un climat tempéré, dont les épisodes sont pour l'essentiel encore éloignés des phases catastrophiques que l'on peut observer dans le reste du monde déjà à une rapidité croissante. Deuxième élément de ce cadre d'ensemble qui surplombe nos événements nationaux et peuvent interférer directement avec eux. C'est la nature même de la crise systémique dans laquelle nous sommes installés. D'abord, observons que contrairement à ce que croient des esprits superficiels, le capitalisme est un système intrinsèquement instable. En un siècle, entre 1816 et 1929, il a connu 14 crises. Mais depuis 1973, c'est-à-dire moins de 40 ans, il en a connu 12. Et depuis 20 ans, il en a connu 8. Ce qui signifie non seulement que les crises sont les stades quasi cycliques du mode de développement et d'accumulation capitaliste, mais que leur rythme va s'accélérant. Première constatation. Deuxième constatation. Chaque crise crée les conditions d'une nouvelle crise dans des conditions de déroulement encore plus violents que la précédente. Faut-il rappeler que dans la phase que j'ai évoquée jusqu'à 1929, on l'étendra jusqu'à 1940, on trouvera 2 guerres mondiales comme sortie de crise. Il est donc frappant de regarder qu'à chaque fois les mêmes phénomènes se produisent. Le capitalisme qui asphyxie dans l'étroitesse des marchés voit le marché se contracter de nouveau. Et s'il bénéficie d'abord d'une première respiration liée à l'ampleur des destructions auxquelles il faut pallier, ensuite il est enfermé dans une cage plus petite. Après la Première Guerre mondiale et la glorieuse révolution de 1917, une partie de l'espace européen s'est trouvée soustrait à la loi du marché. Ça vous a plu, glorieuse, hein? Il faut un adjectif, j'ai choisi celui-là. Le marché s'est trouvé réduit. Après la Deuxième Guerre mondiale, le marché s'est trouvé réduit du tiers de l'humanité productive et consommante. Et à chaque étape, on le voit tenter de dépasser les limites physiques de l'espace matériel réel dans lesquels viennent en confrontation des besoins et les moyens de les réaliser pour la contradiction que vous connaissez, qui est liée au système lui-même, qui est qu'il réduit sa base consommatrice en même temps qu'il étend sa capacité de production. Depuis 1970, s'est produit une sorte de miracle à l'intérieur du système. Il a pensé s'être libéré de toutes les frontières matérielles réelles. En renonçant à mettre en face du dollar des valeurs matérielles, en l'occurrence il s'agissait de l'or, le système a pu penser que l'accumulation se ferait sans fin
notamment, d'un côté, par l'abondance de liquidités qui seraient mises en circulation sans que personne ne puisse jamais aller vérifier à quoi elles correspondent, et de l'autre côté, en développant toutes sortes de moyens artificiels d'expansion. Économie d'armement ne correspondant à aucun besoin particulier, économie naine concentrant des moyens et des flux financiers géants dans les pays du Moyen-Orient, et ensuite une gigantesque économie du crédit, qui, à chaque événement catastrophique, a été, en quelque sorte, palliée par des injections massives de masses de papier-monnaie remises dans le système. Le caractère ordinaire des crises, le caractère croissant de leur violence, se combinent avec une financiarisation dont beaucoup d'entre vous connaissent les grands aspects. Le plus grand est la comparaison inouïe qu'il est possible de faire entre le niveau des échanges de devises, qui donne une indication de ce qui se passe sur ce marché, qui est passé à 4 000 milliards de dollars, quand dans le même temps, les échanges de marchandises réels est à peine de 40 milliards. Il y a 23 fois plus de monnaie en circulation que de biens réels produits. Tant et si bien que ceux qui nous menacent en permanence, à cet instant, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être en janvier, peut-être tout à l'heure, c'est l'explosion, à la faveur d'un événement fortuit, de cette énorme bulle financière. Explosion qui se traduirait par une désorganisation immédiate de tout le système, dans la mesure où 85% des échanges du monde se font en dollars, et où la dévaluation qui en résulterait et la dépréciation des actifs qui en serait la conséquence serait tout simplement inimaginable, parce que personne n'a jamais vu une dépréciation de cette ampleur. Voici ce qu'il ne nous faut donc jamais perdre de vue lorsque nous examinons les conséquences particulières de nos problèmes à nous, Européens. C'est l'articulation entre ces différents niveaux producteurs d'instabilité et de catastrophe. Et les contradictions qui en résultent. Les États-Unis d'Amérique ne peuvent accepter qu'une autre monnaie vienne se substituer à la leur comme monnaie de réserve. Car le danger pour eux est l'effondrement que je viens de décrire. C'est pourquoi, politiquement, ils s'organisent pour y faire face. Et parfois, par des complots, n'en déplaise à ceux qui ne veulent en voir nulle part, et à ceux qui veulent en voir partout, ils parviennent à trouver l'angle mort, le lieu de la faiblesse, par où frapper. L'Europe a été frappée par la Grèce. Ce n'était pas très difficile, ceux-là même qui étaient en place, les Goldman Sachs, sont ensuite ceux qui ont été les acteurs de la spéculation. Ce qui était très imprévisible, c'est que le Premier ministre de ce pays, président de l'Internationale socialiste, capitule instantanément. Et en ouvrant la brèche, est permis à la spéculation de ravager l'ensemble de l'espace de l'euro. Mais sans aller aussi loin, pour l'instant, je veux montrer que, à la fois, les États-Unis n'ont pas intérêt à ce que l'euro soit cette monnaie qui vienne leur faire concurrence, et en même temps, ils n'ont pas intérêt à ce qu'elle s'effondre. Voilà toutes les données générales qui surplombent ce que nous faisons. C'est le moment de regarder si ce que nous faisons n'a pas à son tour un impact systémique. Bien sûr que si. L'Union européenne représente le 25% de la richesse produite dans le monde. Il faut se rappeler de cette proportion quand on évoque souvent le poids économique de la Chine et des pays émergents. L'essentiel de la richesse du monde continue à être produit ici. L'Union européenne est le premier vendeur, premier acheteur, première masse monétaire du monde. Dès lors, tout ce que nous faisons ne se contente pas de nous nuire à nous, mais perturbe l'ensemble du système avec lequel elle est très intimement corrélée, et cette corrélation est travaillée chaque jour pour être approfondie par les puissants et les importants. Jamais vous n'avez entendu parler une seule fois
sur la scène publique de la construction du grand marché transatlantique. Pourtant, il est prévu pour la date de 2015. Et tous les 6 mois, il y a des réunions qui vérifient l'avancement de ce projet, qui est destiné à unir très intimement les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur le plan fiscal, monétaire, réglementaire, juridique, et ainsi de suite. Qui explique une bonne partie des mesures qui sont prises aujourd'hui. Regardons ce qui est fait. Je ne me situerai même pas comme la personne que je suis, c'est-à-dire un militant qui croit à la nécessité d'une transformation radicale de l'organisation sociale, politique et écologique de notre société. J'essaye d'analyser du point de vue de la rationalité du système. Quel sens a cette politique dite d'austérité, puisque, sans exception aucune, et comme nous l'avons dit à la première heure, chaque fois qu'on contracte la dépense publique, la dépense privée ne prend pas le relais, car la dépense privée circule pour l'essentiel et réalise ses taux de profit les plus phénoménaux à l'intérieur de la bulle. Dès lors, toute contraction de la dépense publique a pour principal résultat l'augmentation du déficit public, puisque l'activité ralentit, faute de carburant, faute de salaire de fonctionnaires, faute d'investissement des États et des collectivités locales. Et qu'à partir de là, le chômage augmente et donc les dépenses sociales, générant un nouvel état de dépression qui appelle de nouvelles mesures d'austérité qui, étant prises dans le même sens, conduisent au même résultat. Ce que je suis en train d'expliquer est la réalité. Les discours creux, fumeux, hors du réel, sont ceux que tiennent nos adversaires, qui eux prétendent incarner la raison et le bon sens sur la base des formules que vous connaissez tous, que le budget d'un État serait comme celui d'une famille, car il est bien connu qu'une famille décide de ses revenus, qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on produit, quand bien même produit-on plus qu'on n'a jamais produit dans l'histoire de nos pays, des masses de richesses jamais égalées dans le passé, et ainsi de suite. Le discours idéologique au sens marxiste du terme, c'est-à-dire destiné à masquer les rapports réels, est celui de nos adversaires. Le discours de la vérité est celui que je viens de tenir. C'est nous qui avons raison. Parce que les faits démontrent que leur politique ne produit nulle part, où que ce soit dans le monde, autre chose que ce que je viens de décrire. Et que par conséquent, les solutions techniques dans leur logique existantes, il faut qu'il y ait une raison à ce qu'ils ne les appliquent pas. Quelle solution existe? Au moins une technique. La Banque centrale européenne, si elle prêtait directement aux États, aurait immédiatement éteint la crise de la dette. Car elle aurait rendu vaine toute spéculation. L'argument a paru assez convaincant pour que depuis, dans des phrases alambiquées, on essaye de faire croire que c'est ce qui se produit. Et vous entendez dire que la Banque centrale rachète de la dette souveraine des États. Mais cela est un mensonge de plus. Premièrement, parce que dorénavant, elle n'en rachète qu'à la condition que ces États souscrivent aux conditions politiques fixées par le mécanisme européen de stabilité financière, c'est-à-dire des politiques de récession, et renoncent à leur souveraineté. Deuxièmement, parce que ces achats sont faits sur ce qu'on appelle le marché secondaire. C'est-à-dire que les banques remettent à la Banque centrale européenne des titres pourris qui ne seront jamais payés contre de l'argent réel. Enfin, autant que l'argent d'une banque peut être réel, car dans cette cas, naturellement, tout le monde sait que l'argent des banques n'existe pas. C'est un pouvoir particulier de la banque de créer de la monnaie. Dans ces conditions, la crise ne s'arrêtera pas. Il faut donc se demander quelles forces sociales sont à l'œuvre. Et nous sommes obligés de constater que ce qui est appelé la crise, premièrement, en cadre macroéconomique, fonctionne comme une stratégie de prédation plus grande aujourd'hui qu'hier. Plus on détruit l'État,
plus le champ du marché est censé s'élargir, plus on augmente le chômage, plus la pression s'exerce sur les travailleurs pour faire baisser leur salaire, et ces messieurs dames appellent ça plan de compétitivité. Ils parlent du coût du travail, étant entendu que les charges sociales, que nous appelons des cotisations, nous souvenant que c'est un salaire différé, sont injustement payées. À quoi bon nourrir un travailleur? À quoi bon le soigner? À quoi bon le transporter? À quoi bon l'éduquer? Puisque tout ça, il pourrait se le payer lui-même en se responsabilisant. L'ineptie de ce vocabulaire éclate aux yeux de tous. Bien. Voilà donc un premier indice. Cette façon de faire permet d'augmenter la prédation. Elle se constate dans les résultats des grands monopoles productifs et de la finance internationale. Dans mon pays, la France, cette année, le CAC 40 a fait ses plus gros bénéfices depuis plus de 15 ans. Les entreprises dans lesquelles on entend parler régulièrement de grands plans de licenciement pour rétablir la productivité, comme Sanofi, entreprise pharmaceutique, vient de passer cette année en tête de toutes les capitalisations boursières. Sans doute parce qu'elle a les plans de licenciement les plus féroces et les plus stupides. La stupidité, l'absurdité d'une décision de licenciement frappant des centres de recherche est un bon indicateur pour un capitaliste qui se dit, si ces gens sont capables de faire ça, c'est que vraiment ils vont faire suivre le nous. Et c'est d'ailleurs l'objectif affiché. Sanofi dit qu'elle veut faire passer le rendement, le partage de la valeur ajoutée à 50% pour les dividendes. Et c'est même qu'ils viennent tous les jours pleurer que le coût du travail les empêche de faire les investissements qui préparent le futur. Dans mon pays, consacre plus d'argent à distribuer des dividendes qu'à mettre de l'investissement. Plus d'argent en dividendes qu'en cotisations sociales. Voilà la vérité des rapports sociaux impliqués par ceux qu'ils appellent la crise. Mais bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'ils veulent provoquer cette situation. Je dis que comme le système n'a pas d'autorégulation, cette situation ou une autre leur convient, l'objectif restant toujours le même, et cette situation est un moyen pour eux d'améliorer, d'aggraver la prédation. En quelque sorte, la crise est un rapport de force. Une stratégie de guerre de classe. À côté de cela, il faut voir d'où partent les décisions. Nous avons, comme vous le savez tous, pour modèle, le modèle allemand. C'est un bonheur, en effet, que d'être allemand. Ce n'est pas ce que disent les Allemands, mais c'est ce qui se dit à propos des Allemands. Il y a plus d'enfants pauvres en Allemagne qu'en France et en Angleterre, c'est dire. L'espérance de vie en bonne santé a reculé en Allemagne. On est obligé d'y accepter n'importe quel emploi, alors qu'on est dans le pays où le taux de syndicalisation et les traditions syndicales sont les plus élevés, etc., etc. Mais l'Allemagne fournit le prétexte et les instruments de violence qui permettent de brutaliser, avec leur accord, tous les dirigeants européens. L'Allemagne fait la politique correspondante à sa majorité politique actuelle. La majorité CDU-CSU, qui a perdu toutes les élections intermédiaires, c'est vrai, est constituée de la classe moyenne et moyenne supérieure, laquelle, du fait des politiques de Gerhard Schröder, social-démocrate, a fait passer de 0% à 15% le nombre des retraites par capitalisation de ce pays. Si bien qu'il y a une masse critique sociale qui a un intérêt personnel direct, premièrement à un euro fort, deuxièmement à la stabilité et à la progression permanente des cours de bourse, parce que c'est là-dessus que se paiera leur retraite. Le gouvernement conservateur allemand fait donc la politique qui correspond à ce secteur de sa population, et évidemment, en même temps, régale le grand capital. Et toute l'Europe est mise à la norme, quand bien même nos intérêts sont exactement contraires. C'est le cas de mon pays.
La France a des retraites par répartition. Il lui faut donc un haut niveau d'activité pour pouvoir payer ses retraites. Deuxièmement, la France est un pays en expansion démographique. Nous serons bientôt les plus nombreux en Europe et comme vous le savez, chaque fois que nous sommes les plus nombreux, c'est rock'n'roll pour tout le monde. Nous avons donc besoin d'écoles, d'instituteurs et d'institutrices, de recherche, de sciences, de santé. Tout cela, c'est le contraire de la politique de restriction de la dépense publique qui est imposée dans le cadre de l'Europe libérale actuelle. Cette Europe, nous l'avons appelée austéritaire. Ne croyez pas que je suis en train d'exagérer. La violence des moyens politiques mis en œuvre pour imposer ces politiques est sans précédent. La Grèce a été vassalisée, humiliée, privée des droits les plus élémentaires qui correspondent à l'honneur d'un pays, à sa respectabilité. Tous les ministères sont remplis de super commissaires politiques qui surveillent à la ligne près les dépenses qui sont faites. On a vu avec arrogance des conservateurs allemands demander la liste avec les noms et les prénoms des fonctionnaires qui seront licenciés. Voilà à quel niveau d'arrogance on est. Croyez-vous que cela sera supporté tout le temps? Parce que ce sont des Grecs méprisés par ceux qui ont osé appeler nos pays les pigs. Vous croyez que nous ne connaissons pas assez d'anglais pour comprendre ce que cela veut dire? Bien. Par conséquent, cette politique aura pour résultat une accélération des tensions à l'intérieur des nations et entre les nations. Et je vous le dis, m'adressant à la jeune génération, moi qui n'ai pas connu de guerre en Europe, les blessures se rouvrent sur les vieilles cicatrices. Toujours. Les permanences de l'histoire longue, l'histoire que vous a enseignée Braudel. Ces permanences sont des faits aussi intangibles que ceux qui apparaissent dans l'instant et le moment. Et c'est pas par hasard que l'Espagne, soumise à la tension que vous connaissez, voit se rallumer l'indépendantisme catalan avant d'autres. Rappel du fait que ce pays n'a jamais été totalement unifié ni achevé. Ce n'est pour la même raison ce qui se passe entre Flamands et Wallons, qui pourrait faire bouger les frontières à l'intérieur de l'Europe. Or, le principe de l'intangibilité des frontières est une question de paix ou de guerre entre nous, et ainsi de suite. Je ne veux pas multiplier les exemples, je trouve cela assez parlant. Deuxièmement, une fois que ces tensions auront été allumées, et elles le sont, il faut savoir que personne ne paiera la dette. Je suis prêt à revenir ici, comme je l'ai déjà dit, manger mon chapeau, dans l'hypothèse où les Grecs paieraient leurs dettes. Et de même pour les Espagnols ou les Portugais. Cela ne se produira pas. La seule chose qui est maintenant sérieuse à examiner, c'est comment liquider ce stock de dettes. J'ai commencé à parler sur ce ton et avec l'énergie que vous me connaissez sur le sujet, il y a de ça 3 ou 4 mois. Et déjà, on me régalait de sourires complaisants, car étant de gauche, et en plus philosophe et lettreux, je ne comprenais naturellement rien à l'économie par rapport à toutes les chères têtes d'œufs qui à moi. Ils sont tellement plus intelligents et mieux éduqués, qui ont réussi à mettre le monde dans cet état, ce qui prouve qu'ils sont capables de faire pire, restons optimistes. Eh bien, maintenant, c'est Madame Merkel qui commence à se poser le problème du défaut de la dette grecque. C'est dire. Ce n'est pas un problème purement technique. 6 banques sont prises dans la dette grecque, dont 3 françaises. Et parmi les 3 françaises, 2 sont systémiques. C'est-à-dire que l'impact des décisions que nous sommes en train de prendre ne concerne pas seulement les Grecs, pas seulement l'Europe, mais le monde entier. Voilà qui devrait nous conduire à regarder tous ces événements dans notre œil. La dette ne sera pas payée. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est seulement le délai qui nous conduit
à un événement singulier, comme on dit en mathématiques, non? C'est l'événement fortuit qui tout d'un coup bloque toute la machine. Cet événement a déjà eu lieu dans de nombreux cas comparables où se superposent, premièrement, un blocage économique et social. Deuxièmement, qui est la conséquence de ce blocage, un blocage politique. C'est-à-dire que le grand nombre, voyant qu'aucun vote ne sert à rien, fait entendre comme une pulsation. Il entre dans des élections puis s'en retire. Il soutient des partis puis les traîne par les cheveux. Et vous voyez l'élection présidentielle en France connaître un record de participation. Et un mois plus tard, une élection législative connaître le record d'abstention depuis 1958. Ce phénomène, vous l'avez ici aussi dans les élections partielles. Vous l'avez dans toute l'Europe. Double retrait vis-à-vis des institutions et vis-à-vis de la représentation politique posant tous les problèmes de stratégie sur lesquels sans doute vous m'interrogerez tout à l'heure. Mais qui sont le fond de notre situation. L'événement fortuit s'est toujours produit. En Argentine, où a été proclamé le premier défaut de dette, c'est la récupération de l'argent mis à la caisse d'épargne par les classes moyennes. Au Venezuela, tout le plan de rigueur avait été avalé, sauf une chose, le prix du bus. Une erreur, au lieu d'envoyer les flics, on a envoyé l'armée. C'est une erreur parce que l'armée ne sait pas faire du maintien de l'ordre, c'est pas son boulot. En Bolivie, c'était le prix de l'eau. Dans chaque pays, un événement fortuit a tout d'un coup révélé l'état de vide, de creux, de néant des institutions qui fonctionnaient en quelque sorte par routine. De même, en Tunisie, c'est un événement fortuit, une dispute entre un marchand ambulant et une policière, et ainsi de suite. L'événement fortuit se produira. Il révélera le blocage auquel nous sommes en train d'arriver. Car partout en Europe, c'est un recul civilisationnel qui s'opère sous nos yeux. L'espérance de vie en bonne santé est en réduction, à régresser dans 8 pays, parmi lesquels l'Allemagne. La mortalité infantile progresse dans 10 pays, et dans certaines régions plus vite qu'ailleurs. Je vous parle de la France et de l'Île-de-France. La santé, l'éducation, tous ces indicateurs sont en train de passer au rouge. Mais nous sommes comme mitridatisés. C'est comme si nous ne les voyions pas. On entend parler d'un dysfonctionnement ici, un autre là. Les gens de ma génération l'analysent comme des dysfonctionnements. Les gens de la génération suivante, la vôtre, pensent que c'est la vie. Nous, la précarité est une abomination, une chose incompréhensible, inacceptable. La jeune génération vit dedans. Et psychologiquement, culturellement, totalement installée dans le précariat. Catégorie sociale, transversale, qui couvre tous les secteurs de la société. De l'enfant de l'ingénieur à celui de l'ouvrier. Du cadre supérieur lui-même à son propre enfant. Ces reculs conduisent à ce blocage fortuit. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Ai-je le temps encore, Philippe? Combien? Quelques minutes. Ouais. Lorsque ce blocage se produit, il se fait sous l'étiquette globale que se vayan todos, qu'ils s'en aillent tous. Tous. C'est le mouvement de reflux. Et en même temps, au moment même où il se dit anti-politique, il est plus politique que jamais. Puisque les citoyens disent, puisque vous êtes incapables de régler les problèmes concrets, pas les problèmes idéologiques, les problèmes concrets de la vie de tous les jours, alors nous allons nous en occuper nous-mêmes. Et alors commence un processus que l'on peut appeler révolution citoyenne. C'est une révolution parce qu'elle conduit au changement de l'ordre juridique, de manière à favoriser l'expression de ce pouvoir populaire, un changement dans l'ordre de la propriété, parce que souvent le propriétaire est carent, et enfin un changement dans la hiérarchie des normes qui sont au poste de commande. Naturellement, révolution et contre-révolution, je ne fais pas l'injure de vous l'apprendre, marchent ensemble, personne ne peut dire
lorsque le processus commence, comment il finira. On le voit assez bien en ce moment en Égypte, où nous disait-on tout était réglé. Eh bien non. Quant à nous, nous proposons une ligne d'horizon que nous avons appelée l'écosocialisme. C'est-à-dire que nous pensons qu'on peut régler cette crise-là, pas autrement qu'en réglant l'autre crise, celle qui compte le plus, celle de l'écosystème humain. C'est par le redéploiement des moyens qui permettent de mettre en place la bifurcation de la production d'énergie, c'est-à-dire les machines que l'on va installer dans la mer ou pour puiser l'énergie et la chaleur du sol pour la transformer en électricité, pour ne prendre que cet exemple. Par la planification écologique qui va affecter les ressources à des logiques de relocalisation et de changement des instruments de production et des méthodes de production, en vue d'observer toujours ce que nous appelons la règle verte. Non pas une norme abstraite, inquisitoriale et morale à propos des modes de consommation. Ceux-ci aussi doivent être mis en cause, j'en dis un mot dans un instant. Mais une règle simple. On ne peut prélever davantage que ce que l'écosystème est capable de renouveler. Telle est la règle verte. Et telle est la plus grande dette que l'humanité doit solder, elle, de toute urgence. Puisque chaque année, la date à laquelle ce moment de capacité de reproduction de la nature sur les prédations qui ont été opérées en son sein avance. Au recul, ça dépend de quel point de vue on regarde. Bref, survient toujours plus tôt. La règle verte et la planification écologique nécessitent qu'on comprenne qu'il y a un intérêt général humain et que celui-ci est plus fort que les intérêts particuliers qui peuvent s'exprimer dans la communauté humaine. Que donc, si cet intérêt général existe, nous n'avons aucun moyen de le connaître autrement que par nos délibérations, et pour que nous puissions délibérer valablement, il faut que nos délibérations soient libres, c'est-à-dire libérées de toute emprise du religieux ou de la vérité révélée, que ce soit celle du marché ou celle de Dieu, mais également de la domination des uns sur les autres. Et qu'en tout lieu, toute circonstance, partout où il se produit et où il s'échange, doit pouvoir intervenir un pouvoir citoyen. Citoyen, cela veut dire pas seulement le pouvoir du consommateur réagissant à son propre intérêt personnel, mais le pouvoir du sujet agissant au nom de l'intérêt de tous et du bien commun et pas seulement du sien. Différence qu'il y a entre la plate et sèche démocratie et la glorieuse et féconde république. Vous qui êtes sujet pour certains d'entre vous, je vous laisse cet objet en méditation. Je reviendrai. J'ai remarqué que l'adjectif revient souvent dans mon discours. Ce modèle, sur lequel je veux bien m'expliquer ensuite, je demande qu'on le confronte à ces alternatives. Que peut-on faire d'autre? Continuer l'état actuel? Non, tout le monde le sait bien. L'état actuel prononce la condamnation du système libéral. Il ne peut fonctionner que par des modes de consommation basés sur la frustration à l'égard de n'importe quelle consommation. La politique de l'offre que les sociaux libéraux de mon pays viennent d'adopter est cette politique absurde qui consiste à dire produisons n'importe quoi, n'importe comment, en grande quantité pour en vendre à tout le monde, au prix le plus bas. Quant à nous, la politique de la demande, elle va partir de ce qui est socialement nécessaire et écologiquement indispensable. La politique de la demande présuppose et implique une révolution culturelle. Le changement des méthodes de consommation. Par conséquent, dans cet espace-là, rien du libéralisme ne fonctionne. Mais rien de la social-démocratie non plus, pour des raisons théoriques de fond, pas seulement liées à leurs innombrables capitulations. Et la dernière en date étant celle de la Grèce. Mais on aurait pu évoquer celle de l'Espagne, celle du Portugal, puisque ce sont les mêmes. Et maintenant, celle de la France. La social-démocratie est deux fois en erreur. Une première en disant qu'elle va partager les fruits de la croissance. Elle signale à partir de là
qu'il n'y a aucun espoir progressiste autrement que dans une croissance sans fin. Or, la croissance sans fin est incompatible avec un écosystème limité. Mais deuxième erreur, elle indique qu'elle ne partagera que les fruits de la croissance, ce qui signifie qu'elle ne touche pas à l'organisation du gâteau actuel. Autrement dit, qu'elle refuse de désarmer l'adversaire qui, lui, n'a l'intention de partager ni le gâteau, ni les fruits de la croissance. Et voilà comment, partant de ces considérations fumeuses, de cette idéologie tout à fait abstraite et sans aucun rapport avec la réalité, on en vient à caresser la tête du MEDEF dans mon pays et à faire toutes sortes de génuflexions insupportables devant un monsieur Mittal qui ensuite saute à pieds joints sur la tête des naïfs qui auront signé avec lui et qui auraient bien tort de s'en priver, car la vie est un rapport de force. Et les rapports entre les classes sociales sont des rapports de force. Le dire, ça n'est pas l'exalter, ni même le souhaiter, c'est le constater. Les adultes construisent leur vie sur le constat des faits. Les rapports de force se régulent par la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le consensus. Le règne du bisounours, le Disneyland politique, dans lequel finalement tout le monde est d'accord sur l'essentiel, à l'exception de quelques méchants qui veulent voter le pain au chocolat des autres. La démocratie, c'est la confrontation d'économies radicalement différentes. J'achève ce point. Au total, le front de gauche se présente avec un projet historique, dans une formulation de radicalité concrète. Pas de déclarations abstraites en général. Nous savons comment combattre le pouvoir des banques. Nous savons comment faire bifurquer le système énergétique de notre pays. Nous avons besoin de la révolution citoyenne et du pouvoir du peuple, pas en général, mais dans chaque branche, parce que c'est le seul moyen de parvenir à faire la bifurcation écologique dont nous avons besoin. Ça ne se décide pas du sommet vers la base. Et la transformation qu'il y a à faire est si profonde qu'il faut que tout le monde s'y mette. En particulier, pas seulement la classe ouvrière, les salariés, les employés, mais les ingénieurs, les cadres, les techniciens, les ouvriers hautement spécialisés, qui doivent, dans des délais extrêmement resserrés, produire les machines et changer les process de production dont nous avons besoin pour accomplir le projet économique que je viens de présenter de l'écosocialisme. Le front de gauche est une radicalité concrète. Je suis certain que la grande roue de l'histoire s'est mise en mouvement. Je ne sais pas où le système va craquer, ni quand, mais je suis certain qu'il le fera. Sera-ce en Grèce, où l'on a vu nos camarades de Syriza passer de 5% des votes à 18, puis 28, et maintenant, paraît-il, 30, en moins d'un an et demi. Ou bien au Portugal, où nos camarades du Bloco seraient bien inspirés de parvenir enfin à s'entendre avec le Parti communiste portugais et vice-versa. Ou bien peut-être chez nous en France. En tout cas, nous sommes préparés. Si j'avais gagné l'élection présidentielle, je savais quoi faire. Et maintenant que je vois les autres, je me dis que nous étions bien mieux préparés qu'eux. En toute hypothèse, m'adressant à un grand nombre de mes concitoyens, je vous appelle à vous tenir prêts, car de grands événements vont se produire. Et vous avez une responsabilité individuelle, personnelle, totale. Vous ne serez pas des consommateurs d'événements, vous en serez les producteurs. Et pour ceux qui seront encore ici, en Angleterre, vous vous rappellerez de la leçon de nos échecs passés, en particulier, sachant que vous êtes au cœur du réseau, de la pieuvre, de l'oligarchie mondiale, dont l'adresse est où vous savez, qui fort malheureusement ne peut pas être atteint par les typhons et les ouragans, comme le sera finalement un jour ou l'autre Wall Street. Vous avez le devoir, me semble-t-il, et qu'il me soit permis de le dire à ceux qui se sentent proches de ma manière de voir les choses,
de convaincre chaque jour et un peu plus autour de vous, en particulier nos amis anglais, puisque, semble-t-il, ils sont condamnés pour l'instant à l'absurde succession de l'art de tendre tantôt la joue droite pour y prendre une gifle, tantôt la joue gauche pour la recevoir des sociaux-démocrates. Mais un jour ou l'autre, ce peuple-ci, comme tous les autres, va se trouver son chemin de rupture. Et notre tâche à nous est de ne pas répéter les erreurs que nous avons faites dans le passé, peut-être parce que nous étions trop arrogants. Il faut convaincre. Ce midi, je parlais avec mes camarades du parti de gauche. Et on se disait, je leur disais, mais il y en a un ou deux qui aiment bien l'histoire aussi. Quelle erreur nous avons fait en 1789? Parce qu'il y avait ici un puissant courant favorable aux Lumières et à la Grande Révolution. Mais nous n'avons pas su dire les mots de fraternité, trouver les actes d'affection et de chaleur qui permettaient de construire l'international révolutionnaire qui passe par les peuples, par les consciences, par les cœurs davantage que par les organisations. Ça, c'est votre tâche. Je ne suis pas venu vous caresser la tête, mais vous dire le plan de route. Merci.